Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un personnage iconique de l'univers DC Comics, l'ennemi juré de Batman, vous l'avez compris, on va parler du Joker. Alors, je voudrais simplement préciser que je ne parlerai pas du Joker de Romero dans la version de 1966, notamment pour ça. Ouais. Le Joker surfe avec Batman. Et je ne parlerai pas non plus du Joker de Jared Leto dans Suicide Squad, parce que concrètement il apporte pas grand chose à ce que je veux dire. Quand le film Joker, réalisé par Todd Phillips, est sorti en 2019, beaucoup de critiques l'ont comparé à Taxi Driver ou encore King of Comedy. Mais si on doit parler uniquement du personnage du Joker, il me semble plus juste de faire un parallèle avec Orange Mécanique de Stanley Kubrick, étant donné les nombreux points communs qu'ont les personnages d'Alex et l'ennemi juré de Batman. Alors pour commencer, déjà, ces deux personnages, ils ont quelque chose de théâtral. Ils mettent un fort accent sur le visuel et la mise en scène de leurs crimes, et ils n'hésitent pas à en faire presque des spectacles. Pendant la scène du viol dans Orange Mécanique, le personnage d'Alex chante Singing in the Rain en référence au film de 1952 réalisé par Stanley Donen. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Il fait également une sorte de danse, muni de son chapeau, d'un masque et de son bâton. De plus, à travers le film, il se revendique fan de Beethoven, qu'il appelle Ludwig van pour signaler une sorte de proximité avec le compositeur. Le Joker va lui également mettre l'accent sur cette théâtralité, puisque déjà c'est ce que dit Gordon à Batman dans Batman Begins. Cette mise en scène, on la retrouve chez le Joker de Nicholson, dans beaucoup de danse, mais également de la musique. Des changements d'apparence, de grosses structures déployées et certains gadgets très tape à l'œil. Ouais, ça fait un petit peu kitsch maintenant quand même. Heath Ledger et Joaquin Phoenix vont également reprendre ces codes, mais d'une manière un peu différente. Le Joker de Nolan sera moins superficiel dans son utilisation de la théâtralité, et c'est d'ailleurs ce qui le rend moins bouffon et plus inquiétant que le personnage de Nicholson. Le Joker de Phoenix est quant à lui un réel artiste, avant de sombrer dans la folie. Il souhaite devenir comédien et a un goût prononcé pour la danse. Cette théâtralité chez ces personnages nous amène presque à les qualifier d'artistes du crime. Par exemple, le Joker de Nicholson se revendique comme le premier artiste assassin. Cet art de la mise en scène va également chez le Joker servir à impressionner les gens, pour les marquer dans leur imaginaire. Selon Gustave Le Bon, dans son livre La psychologie des foules, connaître l'art d'impressionner l'imagination des foules, c'est connaître l'art de les gouverner. Et cela va être le paradoxe du Joker, car en principe il n'a pas d'amis ni de relations dans les films, ou quasiment peu, et pourtant il rassemble de nombreux fidèles autour de lui. L'artiste est également celui qui signe ses œuvres, ce que fait le Joker en permanence dans Batman et The Dark Knight, car la police reconnaît sans problème si c'est un crime du personnage ou non. Alex et le Joker entretiennent également une certaine distance avec l'argent. Par exemple, dans Orange Mécanique, Alex dit que ça ne l'intéresse pas de voler de l'argent. Pareil pour le Joker quand il affirme Autre exemple pour le Joker de Nicholson qui lui balance carrément l'argent pour la foule. Alors évidemment, l'artiste a besoin d'argent pour vivre, mais en principe, ça n'est pas son but premier. À la manière d'un peintre qui exprimerait sa vision du monde à travers une toile, le Joker et Alex vont exprimer leur vision du monde à travers le crime. Alex frappe un SDF dans l'unique but d'exprimer son goût pour la violence, son refus des institutions et de l'autorité. Le Joker va quant à lui être plus complexe. Certes, son intérêt premier, c'est d'installer le chaos et de faire brûler le monde. Mais il dit aussi, comme dirait un artiste, que son but c'est de faire passer un message. Mais ce n'est pas tout. Le Joker de Nolan va être un personnage à multiples buts. Instaurer le chaos d'une part, mais également apporter sa vision du monde et de la société. Pour résumer, selon lui, l'ordre social ne serait qu'une blague, puisque des gens d'apparence civilisée redeviennent des êtres primitifs quand une menace les guette. C'est la scène du ferry qui exprime le plus cette pensée, quand les gens entre guillemets civilisés choisissent de sacrifier les prisonniers pour sauver leur vie. Il dit également à Dent à l'hôpital qu'il ne faut pas chercher à contrôler les choses, car elles peuvent se retourner contre vous, le Joker ayant retourné le plan de Dent contre ce dernier. Enfin, le Joker explique à Batman qu'il n'est qu'une bête de foire, dont les gens se débarrasseront une fois le travail terminé, un discours qui ressemble d'ailleurs à ce que dit le bouffon vert dans le premier Spider-Man de Sam Raimi. Le personnage d'Alex dans Orange Mécanique et celui du Joker vont avoir le point commun d'être nihilistes.
Alors le nihilisme, en gros, c'est une théorie qui affirme que la vie est absurde et que la morale et la vérité n'existent pas. De plus, Nietzsche, dans son livre Le nihilisme européen, va établir une distinction entre le nihilisme passif et le nihilisme actif. Et pour expliquer un petit peu cette différence, on va se servir de la scène du SDF dans Orange Mécanique. Dans cette scène, Alex et ses 3 potes vont aller à la rencontre d'un SDF. C'est alors que le vieil homme va leur dire cela. Et ensuite, il leur explique que le monde n'a plus de valeur et qu'il n'est plus fait pour vivre dedans. Cette personne est un exemple de nihilisme passif, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit plus en rien et qui ne fait rien pour améliorer ou dégrader la situation. Il y a une forme de résignation. Alex, lui, n'est pas du tout du même avis. Il ne trouve pas le monde merdique, au contraire, il se sert de la dégradation du monde pour aller de l'avant, continuer à détruire la société et précipiter sa chute. Alex, c'est l'illustration du nihilisme actif, c'est-à-dire celui qui préfère la révolte à la résignation, et qui, vous l'avez compris, est pas très ouvert au débat. Chez le Joker, il va être intéressant de voir que les personnages de Nicholson et Ledger sont des nihilistes actifs. Ils cherchent à précipiter la chute de Gotham, déjà bien entamée avec la hausse de la criminalité. Le personnage de Joaquin Phoenix va être à la fois l'illustration d'un nihilisme passif, au début du film, car il subit clairement la société, puis petit à petit, il va passer dans un nihilisme actif, avec des meurtres et les révoltes qu'il a engendrés. D'ailleurs, Alex dans Orange Mécanique va lui passer de l'actif au passif, puisqu'à la fin il est guéri, et c'est lui, à son tour, qui subit la violence du monde. Puisqu'on parle de perte de valeur, le rire d'Alex et du Joker est bien un témoignage de cette absence de morale. En effet, Alex et ses amis rigolent alors qu'il viole une femme et tabasse son mari, et le Joker va sans arrêt rigoler de ses plans sadiques. Le rire est là pour afficher un contraste, une distance profonde avec l'horreur qui se joue. Un exemple parfait sur le sujet, c'est La vie est belle de Roberto Benigni. Cependant, là où le Joker c'est un rire cynique et criminel, dans La vie est belle, ça va plutôt être un rire qui va renforcer le tragique du film. Par contre, chez le personnage de Phoenix, c'est un peu différent, car son rire est une maladie. Il y a plus cette idée que le personnage subit sa différence avec la société. Et d'ailleurs, les gens ne semblent pas comprendre de quoi il est atteint. Sous-entendu, ils ne le comprennent pas, ce qui renforce son isolement social. Le nihilisme, c'est également l'opportunité d'aborder la question de l'anarchie. Introduce a little anarchy. Alors, l'anarchie dans le langage courant, c'est le désordre, c'est la confusion. Mais de base, l'anarchie, c'est une société sans État ou sans autorité pour les individus. L'idée dans ce système, c'est que les différentes composantes de la société s'entendent librement, sans intervention de loi ou d'autorité. Mais alors, est-ce que le Joker est un anarchiste ? Eh bien oui et non. Ça nous aide pas tellement. Oui, car d'un côté, il représente dans les versions de Nolan et Burton un être humain libre, opposé à toute forme de règles et d'autorité. De plus, quand on regarde ce qu'essaye de dire le Joker de Heath Ledger, il dit que l'homme est mauvais par nature premièrement, et deuxièmement, il dit à Dent à l'hôpital qu'il ne faut pas essayer de contrôler les choses. Ces pensées, on les retrouve chez le philosophe théoricien de l'anarchisme Mikhail Bakounine, en partie dans son livre Dieu et l'État. Bakounine pense que l'homme est mauvais par nature et c'est pour ça qu'il refuse l'idée d'un État car selon lui, il faut éliminer l'homme de tout pouvoir qui lui donnerait une autorité sur quelqu'un. Mais en même temps, à mon sens, le Joker va se différencier de l'anarchiste pour plusieurs raisons. D'abord parce que traditionnellement, l'anarchiste veut renverser l'ordre établi pour en refonder un nouveau, basé sur la liberté et l'absence d'autorité. En revanche, le Joker il ne semble pas vraiment vouloir d'ordre nouveau. Il veut renverser l'ordre établi pour installer le chaos. De plus, cela peut paraître un peu étonnant, mais traditionnellement, l'anarchiste est un non-violent. Que ce soit chez Bakounine, Proudhon ou même Godwin, chez ces penseurs, la société sans État doit s'obtenir sans violence. Bakounine explique par exemple que si pendant la Révolution on installe des tribunaux révolutionnaires, eh bien on recrée exactement ce que l'on veut abolir, à savoir des autorités. Et l'idée n'est pas de s'attaquer aux personnes physiques, mais aux institutions. Alors, je ne suis pas en train de dire que les anarchistes n'ont jamais tué. Mais comme dans tout mouvement politique, et même dans les plus pacifistes, pensez à Gandhi, il y a des dérives inévitables. En ce qui concerne le Joker, on peut pas vraiment le qualifier de non-violent. Et puis, c'est une personne qui va promouvoir la violence populaire, comme on le voit dans la scène finale du film de Todd Phillips qui installe le chaos. Alors le chaos, justement, parlons-en. Dans le langage courant, le chaos, c'est la confusion, le désordre. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Mais en science, il existe également la théorie du chaos. Alors concrètement, cette théorie,
Elle dit qu'un système chaotique, c'est un système imprévisible, mais qui présente certaines régularités. Et l'imprévisibilité de ce système dépend des conditions initiales. Cette théorie, elle dit que la moindre petite variation des conditions initiales peut complètement changer le résultat du système. Un exemple très simple de système chaotique, c'est la météo. On peut prévoir à peu près quel temps il va faire dans les 2 prochains jours, mais plus on tente des prévisions avancées, moins elles sont fiables, car on ne connaît pas toutes les conditions de départ de la météo. Et la moindre petite variation d'un élément peut complètement changer les prévisions. Concernant le Joker, c'est un petit peu l'illustration d'un système chaotique. Déjà parce qu'il le nourrit, I'm an agent of chaos. et puis parce qu'il lui ressemble, tout simplement. Par exemple, on est quasiment sûr que le Joker va faire le mal. Mais la part d'imprévisibilité chez lui, c'est la manière dont il va s'y prendre. Va-t-il tuer? Torturer? Le personnage est impossible à cerner avec exactitude. De plus, il donne le sentiment qu'un rien peut complètement le faire disjoncter, ou au contraire, produire des comportements inattendus. Par exemple, Arthur Fleck tue son ancien collègue de travail car il n'était pas spécialement sympa avec lui. Mais peut-être que si ce collègue avait témoigné un jour de la sympathie pour Arthur, ce dernier n'aurait pas décidé de le tuer. Un rien peut bouleverser la logique du Joker, et c'est en cela qu'il est imprévisible. Enfin, je disais qu'un système chaotique est imprévisible car on ne connaît pas toutes les conditions initiales. Eh bien, pour le Joker, c'est un peu pareil. On connaît très peu son passé, et dans le film Joker, on ne nous dit pas tout. En 1972, Edward Lorenz posait cette question. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? En clair, Lorenz nous dit que si on veut prévoir le risque de tornade au Texas, il faut prendre tous les paramètres en compte, les fameuses conditions initiales. Sinon, la moindre petite variation de ces conditions peut complètement changer les prévisions. Dans le film Joker, on va retrouver cette métaphore du papillon, puisque c'est la chorégraphie qu'effectue Arthur avant de rentrer dans le show de Murray, avec d'abord ce recroquevillement sur lui-même, et puis ensuite le déploiement de ses ailes. Pour aller plus loin, Arthur serait ce papillon, cet être minuscule dans la société et qui pourtant a participé à déclencher la tornade de la révolte populaire à Gotham. Attention, je dis pas que les papillons sont responsables des tornades, mais en même temps, est-ce que vous pouvez me prouver le contraire? Pour conclure, on voit qu'il y a de sacrées ressemblances entre Alex et le Joker quand même. Même si, évidemment, il y a des différences, comme la prédominance des références sexuelles chez Alex et pas trop chez le Joker. A noter qu'Orange Mécanique et le Joker ont tous les deux été accusés de valoriser la violence à leur sortie. Ouais, Orange Mécanique a même pris très cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour les prochains projets. Salut!